Elle parla en français, persuadée que la vendeuse ne comprendrait pas. Elle pensait humilier une femme simple, ignorante du monde. Mais ce que cette vendeuse gardait en elle était inestimable. Quand elle ouvrit la bouche et répondit, mot pour mot, sans omettre une seule virgule, le silence se fit dans le magasin. Et ce n'était que le début. Diane arriva au magasin un lundi comme les autres, un sac à dos usé sur l'épaule et un sourire qui ne demandait la permission à personne. Le magasin était l'un des plus célèbres de la ville. Vêtements importés, parfums de luxe, éclairage qui donnait à tout un aspect doré. Un lieu où l'on venait autant pour se montrer que pour acheter. Et là, les employés ont vite appris une règle non écrite. Plus ils se faisaient discrets, mieux c'était. Diane l'a compris dès son premier jour. Mais elle interprétait la règle à sa manière. Tandis que les autres employés se souciaient de leur apparence, elle se souciait de comprendre. Elle comprenait le fonctionnement du magasin. Quels articles restaient en rayon? Quels clients retournaient? Et lesquels revenaient insatisfaits? Dès la première semaine, sans prévenir personne, elle a réorganisé le rayon accessoires de façon quasi imperceptible. Seuls les habitués du magasin pouvaient s'apercevoir de la différence. Mais les ventes ont augmenté durant cette séance. La responsable, Claudia, n'a pas su l'expliquer. Et elle n'a pas posé la question. Diane n'avait pas le genre de beauté à faire tourner les têtes. C'était une femme de 42 ans. Ses cheveux étaient attachés et ses ongles courts. Sans le moindre bijou, à côté des autres vendeuses, maquillées, parfumées, entraînées à séduire par leur apparence, elle semblait presque déplacée. Ses collègues l'ont remarqué. Et certains ont tenu à le préciser. « De quel magasin veniez-vous la dernière fois ?» a demandé Rodrigo, le vendeur le plus ancien de l'équipe, pendant la pause du 3e jour. « De l'étranger. » Elle répondit simplement, « Oh, à l'extérieur de quoi? De la campagne? » « À l'extérieur du pays, » dit-elle en prenant son café. Rodrigo laissa échapper un rire gêné. Elle crut à une plaisanterie. Diane ne prit pas la peine de s'expliquer. Ce que personne ne savait, et qu'elle n'était pas pressée de révéler, c'est que ce vieux sac à dos avait traversé les aéroports de 3 continents. Ses mains nues avaient signé des rapports lus par des cadres à Paris. Cet accent neutre et mesuré dissimulait des années passées loin de chez elle. Elle était dans ce magasin pour une raison précise. Mais il n'était pas encore temps d'en révéler la raison. Un après-midi de la 2e semaine, alors qu'elle pliait une pile d'écharpes importées, elle s'arrêta. Elle regarda la vitrine principale. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il réfléchissait. Puis il sortit de sa poche un petit carnet à couverture noire et y griffonna quelque chose. « Qu'est-ce que c'était » demanda Fernanda, sa collègue, debout à côté de lui. « Rien, » dit Diane. « Juste une observation. » Fernanda regarda la vitrine et ne vit rien d'anormal. Il haussa les épaules et retourna travailler. Le mot disait « vitrine principale mal orientée, produit haut de gamme invisible pour les clients entrants, perte de visibilité estimée à 40%. » Personne ne le lut. Personne n'a posé de questions. Le carnet est retourné dans sa poche. C'était la façon de faire de Diane. Il observait avant de parler. Il s'informait avant d'agir. Il avait appris à ses dépens qu'il était dangereux de faire preuve de compétence trop tôt. Au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Cela pourrait lui coûter cher. C'est pourquoi il a attendu. Et pendant qu'il attendait, il s'occupait des clients avec une attention que la plupart des vendeurs n'avaient plus. Il écoutait ce qu'ils disaient. Il écoutait ce qu'ils ne disaient pas. Elle savait reconnaître une femme qui cherchait de l'approbation, pas des vêtements. Elle savait reconnaître une mère qui faisait ses achats pour sa fille et avait besoin de bienveillance, pas d'arguments de vente. Ses clientes revenaient. Claudia, la responsable, l'a remarqué. Mais au lieu de la féliciter, elle a froncé les sourcils. Il y avait quelque chose chez cette nouvelle employée qui la mettait mal à l'aise. Ce n'était pas une mauvaise employée. Mais elle ne correspondait pas non plus aux critères du magasin. Et dans ce genre de magasin, les responsables comme Claudia privilégiaient les critères au talent. Un jeudi après-midi, la porte du magasin s'ouvrit avec cette aisance particulière de quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui ouvre les portes. Diane leva les yeux. Et quelque chose changea sur son visage. Pendant une fraction de seconde, imperceptible pour quiconque n'y prêtait pas attention, la femme était entrée d'un pas assuré. Mais son regard errait sur les étagères, s'attardant mal à l'aise sur chaque détail. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui cherche un vêtement. C'était le regard de quelqu'un qui cherche une personne. L'alliance tournoyait à son doigt. 2 tours, 3, sans qu'elle s'en aperçoive. Le vigile à l'entrée reçut un regard si bref et vide qu'il sembla disparaître de la circulation. Et le sac qu'elle portait, un de ceux qui coûtent le prix d'une voiture d'occasion, était fermé par un fermoir de travers.
Un petit détail, le genre d'attention qu'on oublie quand on quitte la maison l'esprit ailleurs. Elle n'était pas venue acheter quoi que ce soit. Diane savait parfaitement de qui il s'agissait. Et elle sut, avec la lucidité de quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de situation, que l'après-midi allait se compliquer considérablement. Vera Montero n'était pas allée quelque part. Elle était simplement arrivée. Il y avait une différence subtile. Et quiconque avait travaillé avec des gens de ce calibre savait la reconnaître. Ce n'était pas seulement une question de vêtements, qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de n'importe quel employé. Ce n'était pas le parfum qui la précédait. C'était sa posture. L'assurance inébranlable que l'espace autour d'elle lui appartenait de droit. Il avait 48 ans. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coiffés. Et son sourire avait quelque chose d'inquiétant. Quand Vera souriait, c'était le moment de se préparer. Elle était l'épouse d'Eduardo Montero, propriétaire d'un groupe d'entreprises présent dans 4 États. Mais ceux qui la connaissaient savaient que le titre d'épouse était bien trop réducteur pour ce qu'elle était vraiment. Vera co-gérait l'image de la famille. Elle choisissait les personnes avec lesquelles son mari apparaissait en public. Il décidait des événements qui méritaient sa présence et de ceux qui n'en méritaient pas. Il avait rompu des partenariats, résilié des contrats et licencié des employés. Le tout avec élégance, le tout avec le sourire, sans jamais élever la voix. C'était plus efficace ainsi. Elle parcourut le magasin comme si elle effectuait une inspection. Elle toucha quelques articles sans y porter un réel intérêt. Elle les regarda d'un air si particulier, celui qui les évalue et les écarte en moins de 3 secondes. Quand son regard se posa sur Diane, il s'y attarda une seconde de plus que prévu. Claudia, la responsable, apparut presque aussitôt, comme appelée par un signe invisible. « Madame Vera, quel plaisir !» Son ton était celui de quelqu'un s'adressant à une personne très importante. « Puis-je vous aider personnellement aujourd'hui ?» Inutile, Claudia. Vera ne la regarda même pas. Je continuais à observer Diane. Laissez celle-ci s'occuper de moi. Diane s'approcha calmement, sans précipitation, sans ce sourire forcé que la plupart des vendeuses arboraient à l'arrivée d'un client important. « Bonjour, dit-elle. Puis-je vous aider ?» Vera ne répondit pas immédiatement. Elle prit un mouchoir sur l'étagère, l'examina, puis le remit négligemment en place. « Ce type de vêtements, dit-elle lentement, nécessite un œil exercé pour être reconnu. Avez-vous de l'expérience dans la haute couture ? » Je ne m'attendais pas à une réponse sincère. C'était le début d'un jeu. Diane connaissait le jeu, oui, répondit-elle sans plus de précision. Vera haussa un sourcil. Elle était habituée à des réponses plus longues et plus nerveuses. Le test montait en puissance progressivement, comme toujours. D'abord, il y avait des commentaires indirects sur les articles, des comparaisons avec des marques européennes que la plupart des vendeuses connaissaient mal. Diane les connaissait toutes. Elle répondit avec précision, sans arrogance, sans chercher à impressionner. Cela troublait Vera plus que n'importe quelle erreur. Elle a donc changé de stratégie. Elle a commencé à parler français. Ce n'était pas soudain. La transition était calculée. D'abord un mot par-ci, puis un autre par-là, comme si c'était naturel. Puis, des phrases complètes adressées à Diane, assez fort pour que les autres vendeuses les entendent. Son ton était celui de quelqu'un qui riait d'une blague qu'elle seule comprenait. Elle dit que la vendeuse avait l'air de n'avoir jamais quitté la ville. Elle ajouta que certaines personnes sont nées pour servir et ne comprendront jamais le monde de ceux qu'elles servent. Il déplorait que le véritable talent soit si rare dans ce genre de travail. Au beau milieu d'une de ces phrases, il tourna légèrement le visage vers Claudia. Un regard furtif, presque imperceptible, qui signifiait « tu vois ». Claudia détourna aussitôt les yeux. Vera revint vers Diane avec un petit sourire aux lèvres, un sourire qui n'a pas besoin de dents pour faire mal. Rodrigo, de l'autre côté du magasin, fit semblant de ne pas entendre. Fernanda baissa les yeux. Claudia esquissa un sourire gêné, sans intervenir. Diane resta immobile. Elle laissa Vera terminer. Puis il répondit en français. Avec élégance, précision et sans hésitation. Non seulement il comprenait chaque mot, mais avec un naturel déconcertant, il corrigea une expression que Vera avait légèrement mal employée. Il expliqua quel était le terme plus approprié. Et il ajouta, avec le même calme que quelqu'un qui parle de la pluie et du beau temps. Mais je comprends que parfois, l'informalité a son charme. L'atmosphère du magasin se figea. Rodrigo leva les yeux. Fernanda expira lentement. La bouche de Claudia resta légèrement ouverte. Vera ne céda pas. Elle n'était pas du genre à reculer, mais quelque chose traversa son visage. Rapide, presque imperceptible. Ce n'était pas de la honte.
C'était de la reconnaissance. Elle avait trouvé quelqu'un qui ne se sentait pas à sa place. Et ça, pour Vera, ce n'était pas admirable. C'était une menace. Il sourit. Son sourire habituel. Poli, maîtrisé, vide. Intéressant, dit-elle en portugais. Très intéressant. Il quitta le magasin quelques minutes plus tard sans rien acheter. Arrivé à sa voiture, il sortit son téléphone portable. Il avait un numéro à appeler. Et une décision fut prise. Le lendemain matin, Claudia arriva au magasin plus tôt que d'habitude. Diane le remarqua. Elle remarqua aussi que le responsable évitait de la regarder. Elle répondit par monosyllabes. Elle manifestait cette tension particulière de quelqu'un qui a reçu de mauvaises instructions et qui n'a pas encore décidé comment les appliquer. La journée fut étrangement calme. Les collègues qui d'habitude échangeaient quelques mots avec Diane, pendant les pauses gardèrent leur distance. Rodrigo passa 2 fois devant elle sans la saluer. Fernanda changea d'itinéraire pour éviter de repasser devant le lieu de la séance. Diane comprit rapidement ce qui se passait, Vera avait appelé. Ce qu'elle ignorait, c'était la teneur exacte des propos tenus. Et à qui? À part Claudia. Mais ce genre d'arrangement lui était familier. Je l'avais déjà vu. La personne au pouvoir appelle, sème le doute, invente un problème, et laisse le reste se faire naturellement. Nul besoin de preuves. Il suffit d'un soupçon. En fin d'après-midi, Claudia appela Diane dans son bureau. La pièce était petite, avec une table en verre et 2 chaises. Ça sentait le café rassis. Claudia se leva, ce qui en disait long. Diane, je dois être franche avec toi. Peut-être, dit Diane en s'asseyant. J'ai reçu quelques commentaires concernant votre service hier. Claudia choisissait ses mots avec précaution, comme si elle marchait sur un sol craquelé. Un client important a fait part de ses commentaires, jugeant son ton inapproprié. Inapproprié en quoi? Qu'elle était agressive, qu'elle avait créé une mauvaise ambiance. Diane resta silencieuse quelques secondes. Je comprends, dit-elle. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Claudia ne répondit pas immédiatement. Ce silence fut la réponse la plus sincère qu'elle donna de toute la conversation. Ce que je peux vous dire, c'est que ce client entretient des relations très étroites avec des personnes importantes pour ce magasin, et il faut éviter ce genre de situation. Du genre à répondre en français? Claudia fronça les sourcils. Ce n'est pas ça. Alors, de quoi s'agit-il? La responsable referma le dossier qu'elle tenait, sans même l'ouvrir. Il vous faudra signer un rapport d'incident officiel. C'est la procédure. Diane la regarda un instant, puis signa sans protester, replia soigneusement son stylo sur la table, se leva et partit. Le lendemain, 2 clientes qu'elle avait servies la semaine précédente revinrent au magasin et demandèrent expressément à la voir. Claudia le remarqua en silence et ne dit rien. Mais le processus avait déjà commencé. Diane le savait. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez elle, elle resta à la table de la cuisine, son petit carnet noir ouvert devant elle. Il a passé 2 heures à organiser tout ce qu'il avait observé ces dernières semaines. Un flux de trésorerie insuffisant au regard du nombre de clients, des contrats fournisseurs aux conditions inférieures à celles du marché, une vitrine mal située, des produits haut de gamme invendus faute de mise en valeur. Ce n'était pas un coup de gueule. C'était un document. Elle avait écrit avec la précision de quelqu'un d'expérimenté. Des chiffres, des estimations, des comparaisons avec les normes du secteur. Chaque observation était fondée. Chaque suggestion était logique. Une fois terminé, il relut le tout une fois. Il fit 2 ajustements. Il ferma le carnet. Puis il le fixa longuement. Remettre cela était un pari risqué. Cela pouvait être ignoré. Cela pouvait être utilisé contre elle. Il se pourrait qu'il n'atteigne pas les bonnes personnes. Et s'il les atteignait au mauvais moment, il pourrait accélérer précisément ce qu'elle cherchait à éviter. Mais ne pas le transmettre était aussi un choix. Ce choix avait un prix qu'elle n'était pas prête à payer. Le lendemain matin, Diane se présenta au magasin avec le document dans une simple enveloppe, sans nom inscrit dessus. Elle demanda à la réceptionniste de le remettre en main propre à monsieur Eduardo Montero. Pas l'assistant. Pas la secrétaire. Lui. La réceptionniste regarda l'enveloppe, puis Diane. Il ne vient pas souvent ici. Je sais, répondit Diane. Mais quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Il retourna à son poste. Il termina la séance. Il a servi 3 clients. Il a souri quand il le fallait. Et il a attendu. 2 jours plus tard, en arrivant au travail, Diane trouva une lettre sur le bureau de Claudia. Elle ne la lut pas, mais aperçut le logo dans un coin. Elle appartenait au groupe Montero.
Claudia l'appela dans son bureau à 10 heures du matin, avec une expression que Diane ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas de la colère. C'était gênant. Votre situation ici, dit le gérant en pesant ses mots, pourrait bientôt changer. Diane ne demanda pas dans quel sens. Mais son cœur battait autrement. Diane quitta le bureau sans savoir ce que signifiait cette phrase. Sa situation ici pourrait bientôt changer. Cela aurait pu être un licenciement. Cela aurait pu être autre chose. Claudia n'avait rien donné d'autre. Aucun ton, aucune direction, aucune date limite. Et cette ambiguïté, Diane le savait, était parfois pire qu'une mauvaise réponse. Car l'esprit remplit le silence du pire scénario possible. Elle retourna au salon. Elle rangea les foulards déjà disposés. Elle plia ceux qui étaient déjà pliés. J'avais besoin d'occuper mes mains le temps que mes idées se mettent en place. Cet après-midi-là, Vera est réapparue. Ce n'était pas l'heure des courses. Il était seul. Il entra, parcourut lentement le magasin et salua Claudia de 2 longs baisers. Un geste qui relève davantage de la démonstration de pouvoir que de l'affection. Il laissa alors son regard errer dans la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Diane. Lorsqu'il la trouva, il sourit. C'était le sourire de celui qui avait déjà gagné. Diane ne détourna pas le regard. Elle ne lui rendit pas son sourire. Elle continua ce qu'elle faisait, imperturbable comme à son habitude. Mais intérieurement, elle se sentait oppressée. Vera resta là une vingtaine de minutes. Elle n'acheta rien. Elle s'adressa à Claudia à voix basse près du comptoir. Avant de partir, elle passa devant le rayon où se trouvait Diane et parla sans s'arrêter, presque comme si elle parlait toute seule. Certains confondent compétence et audace. C'est dommage. Il est parti sans attendre de réponse. Rodrigo était de l'autre côté de l'étagère et a tout entendu. Elle ne dit rien. Mais elle recula d'un pas, comme pour bien faire comprendre qu'elle n'y était pour rien. Diane prit une profonde inspiration. Elle rangea le papier plié qu'elle tenait à la main et alla dans la salle de bain. Elle resta 2 minutes devant le miroir. Elle ne pleura pas. Ce n'était pas ça. C'était exactement le genre de pause dont le corps a besoin lorsque la pression monte. Elle est retournée au salon. Le lendemain matin, elle arriva au travail et trouva son tiroir sens dessus-dessous. Rien ne manquait. Du moins, rien qu'elle puisse prouver. Mais l'organisation avait changé. Quelqu'un y avait touché. Le petit carnet noir avait disparu. Elle ne l'avait jamais laissé dans le tiroir. Mais elle comprit que celui ou celle qui l'avait déplacé s'attendait à le trouver. À 11 heures du matin, Claudia la rappela. Cette fois, une autre personne se trouvait dans la pièce. Une femme des ressources humaines que Diane n'avait jamais vue auparavant. Elle avait un fin dossier sur la table et un stylo à la main. Diane, il va falloir officialiser certaines choses. La responsable des RH a ouvert le dossier. Mais avant l'accord de rupture, il y avait un autre document. Un incident interne. Il a été signalé qu'une pièce de grande valeur avait disparu de l'entrepôt cette semaine-là et que, selon des employés, Diane avait été aperçue près de la zone réglementée en dehors des heures habituelles. Diane lisait lentement, ligne par ligne. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit-elle calmement. « C'est une enquête en cours, » répondit la responsable des ressources humaines d'un ton neutre, comme si elle ne souhaitait pas connaître la vérité, mais simplement suivre le protocole. Le temps de l'enquête, vous devrez signer une convention d'utilisation des ressources humaines et vous serez confiné aux espaces communs du magasin, sans accès à la section premium. Diane regarda Claudia. La directrice évita son regard. Diane lut lentement, sans se presser, du début à la fin. C'était une lettre de licenciement. Date, cette semaine-là. Justification, profil de poste inadéquat et signalement de comportement incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Elle la relut une 2e fois. Elle posa ensuite le document sur la table. Puis-je en prendre une copie ? Bien sûr, répondit la responsable des ressources humaines d'un ton neutre, comme si elle exécutait une décision qu'elle n'avait pas prise. Diane prit la copie, la plia soigneusement et la rangea dans son sac. Elle les remercia, ce qui déconcerta visiblement les 2 femmes assises de l'autre côté de la table. Puis elle partit. Dans le salon, Fernanda la regarda avec cette expression de quelqu'un qui sait et ne sait pas à la fois. Rodrigo fixa le plafond. 2 clients arrivés peu avant attendaient d'être servis. Diane s'approcha d'eux. Il s'est occupé de tous les 2. Avec attention, avec soin, et en y consacrant le même temps que d'habitude. L'un des clients a acheté 3 articles. L'autre femme est partie avec le nom de Diane écrit sur son portable, disant qu'elle reviendrait. Claudia a observé toute la scène depuis la porte du bureau, sans dire un mot. À la fin de son service, Diane a organisé la séance une dernière fois.
Elle a plié les pièces légèrement de travers. Elle a remis en place 2 produits qui avaient bougé. De petits gestes que personne n'avait demandé et que personne ne remarquerait. Elle retira lentement son badge, passa le doigt sur le bord métallique et le déposa délicatement sur le comptoir. Elle alla chercher son sac à dos. C'est à ce moment-là que la réceptionniste s'approcha, avec une expression légèrement différente de d'habitude. Ce n'était pas urgent, mais c'était quelque chose. « J'ai un appel à vous passer. » Il marqua une pause. De la part de Monsieur Eduardo. Diane resta immobile un instant. « Vous pouvez le transférer, dit-elle d'une voix ferme. Il se dirigea vers le téléphone fixe, situé dans un coin du magasin. Le même coin où, 3 semaines plus tôt, il avait griffonné sa première note dans son carnet. Il décrocha le téléphone. « Diane », dit la voix à l'autre bout du fil, directement, sans introduction superflue. « J'ai reçu votre document. Je l'ai lu attentivement. J'ai quelques questions, dit-elle en marquant une pause. Pourriez-vous me rencontrer tôt demain matin? Pas ici, au magasin. Oui, répondit-elle. 7h30. Je vous envoie l'adresse. L'appel s'est terminé brièvement, sans détour, sans aucune promesse. Diane rendit lentement le téléphone. Elle garda la main dessus un instant. De l'autre côté du magasin, Claudia avait vu l'appel. Elle ne l'avait pas entendu, mais elle avait observé la posture de Diane pendant l'appel. Le dos droit, le menton légèrement relevé, elle affichait un calme qui n'était pas de l'indifférence. Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, la responsable ne savait plus quoi penser. L'adresse qu'Eduardo avait envoyée était celle d'un petit café discret, à 3 rues du centre-ville. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'une personne de son rang choisirait pour une réunion d'affaires. Pas de salle de réunion, pas d'assistant, pas de table réservée avec une carte de visite. Une table au fond, 2 cafés. Et lui, en simple chemise, sans cravate, avec la même fine mallette que Diane avait vue décrite sur de vieilles photos d'archives de l'entreprise. Il se leva quand elle entra. Il lui serra fermement la main. « Merci d'être venu. » Diane s'assit. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas le choix. Ce n'était pas tout à fait vrai. Et il le savait probablement. Eduardo avait 53 ans, des cheveux grisonnants sur les côtés et ce regard particulier de quelqu'un qui avait tout bâti sans rien hériter. Ce n'était pas le genre d'homme qui impressionnait au premier abord. C'était le genre d'homme qu'on sous-estimait souvent. Et un seul. Il ouvrit le dossier. Le document de Diane s'y trouvait, avec des annotations au crayon dans les marges. Je l'avais lu attentivement. Cela en disait déjà long. Je vais être direct, dit-il. Ce document décrit des problèmes que mon équipe interne n'a pas identifiés en 2 ans. Je veux comprendre comment vous avez pu les déceler après seulement 3 semaines de vente de mouchoirs. Ce n'était pas un compliment. C'était une question. Pourquoi ne regardais-je pas les mouchoirs? Répondit Diane. Eduardo resta silencieux. Elle attendit encore. J'ai travaillé pendant 8 ans comme consultante pour des marques de luxe en Europe. Elle parlait lentement, sans chercher à impressionner. J'ai appris à analyser les opérations en comprenant ce qui ne fonctionne pas. Le parcours client, le positionnement produit, la marge réelle par rapport à la marge apparente. Ce document reflète ce que tout analyste expérimenté observerait en 2 semaines d'observation directe. Pourquoi observiez-vous? Vous avez été embauché pour vendre. C'était mon cas. Mais observer ne m'a pas empêché de vendre. Et ce que j'ai vu m'a trop perturbé pour l'ignorer. Eduardo la regarda un instant. Puis il regarda le document. Il y a une section ici. Il a désigné une page. À propos des contrats d'approvisionnement. Vous affirmez que les conditions sont environ 18% inférieures à celles du marché européen. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre sans avoir accès au contrat? Mon estimation repose sur les prix catalogues des fournisseurs que j'ai identifiés grâce à des étiquettes internes. Il se peut que je me trompe de 2 ou 3 points de pourcentage. Mais l'adresse est correcte. Il a pris une note au crayon. Pourquoi ne me l'a-t-il pas envoyé directement dès le début? Pourquoi attendre 3 semaines? Diane réfléchit longuement avant de répondre. Parce que des données sans contexte ne sont que du bruit. J'avais besoin de temps pour que les chiffres prennent sens d'eux-mêmes. Et pourquoi? Elle marqua une pause. Je ne savais pas si vous étiez du genre à écouter ou à ignorer. Eduardo leva les yeux de son journal. Et maintenant vous le savez? Je n'en suis toujours pas sûre. Il a failli sourire. Presque. Vous savez que ma femme a demandé votre démission. Ce n'était pas une question. Je sais, a dit Diane. Et malgré tout, elle a envoyé le document. C'est précisément pour cela. Eduardo resta silencieux un instant de plus. Il regarda la page contenant les contrats d'approvisionnement. Diane ne dit rien.
Mais ils savaient tous deux que si l'on recoupait ces numéros avec les noms des fournisseurs, un nom familier apparaîtrait dans au moins 2 d'entre eux. Eduardo referma le dossier. Il croisa les bras sur la table et la regarda avec une attention différente. Non pas celle de quelqu'un qui examine un CV, mais celle de quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il voit réellement. « Que voulez-vous » demanda-t-il sans détour. « Je veux m'attaquer à un problème qui mérite d'être résolu. » Elle n'a pas hésité. L'expansion européenne de cette entreprise présente des failles structurelles qui s'avéreront coûteuses dans les 2 prochaines années si elles ne sont pas corrigées dès maintenant. Je connais ce marché. J'ai un réseau de contacts qui se construit sur des décennies. Et comme vous pouvez le constater, je sais repérer les problèmes avant qu'ils n'entraînent des pertes. Vous me proposez vos services. Je vous explique ce que je peux faire. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Silence. Eduardo regarda par la fenêtre pendant quelques secondes. Puis il se retourna vers elle. Il y a un événement d'entreprise dans 10 jours. Investisseurs, partenaires, quelques clients internationaux. Ma femme y sera. Un silence calculé. Je veux que tu sois là aussi. Diane attendit. Je ne promets rien, a-t-il poursuivi. Je vais examiner le document avec mon équipe financière cette semaine. Si les chiffres se confirment, on en reparlera avant l'événement. Sinon, c'était une bonne conversation, et je t'offre le café. C'était la moindre des choses. C'était aussi une façon élégante de dire. Je n'ai pas encore décidé. Diane acquiesça. D'accord. Elle se leva et prit son sac. Eduardo se leva aussi. Une dernière chose. Il a dit cela avant son départ. Oh, comment saviez-vous que j'allais le lire? Elle réfléchit un instant. Je ne le savais pas, je parie que votre curiosité vous a poussé à au moins l'ouvrir. Vous avez quitté le café à la lumière du matin, d'un pas assuré comme à votre habitude. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore. C'était plutôt comme avoir mis toutes ses cartes sur la table, sans savoir ce que l'autre main détenait. L'événement se déroulait dans la salle de bal d'un hôtel de 4 étages, orné de lustres plus chers que des voitures et où le personnel se déplaçait en silence. Diane arriva à l'heure, vêtue d'une robe sombre et sobre, sans fioritures. Une tenue qui ne passait pas inaperçue. C'était le genre de personne qui ne s'immisçait pas dans les affaires des autres. Elle reconnut quelques visages. Des investisseurs qu'elle avait croisés des années auparavant, dans des contextes très différents. Des partenaires européens, dont les noms figuraient dans des rapports qu'elle avait elle-même analysés. Personne ne la reconnut. Elle comptait là-dessus. Eduardo la salua brièvement à l'entrée avec la même franchise qu'à la cafétéria. Il se contenta de dire que les chiffres étaient restés stables. Il n'ajouta rien. Il désigna une table près du centre de la pièce et s'y dirigea. Cela suffit. Vera arriva 20 minutes plus tard. Elle entra avec l'assurance de quelqu'un qui connaît ce genre d'endroit comme sa poche. Robe longue, bijoux discrets mais précieux, sourire apprêté. Elle saluait les investisseurs par leur prénom. Il accueillait ses partenaires avec la familiarité de quelqu'un qui cultive ses relations avec soin et attention. Lorsqu'il aperçut Diane assise à cette table, il marqua une pause d'une fraction de seconde. Puis, il reprit son sourire. Mais son sourire se crispa légèrement. Elle se rapprocha d'Eduardo et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il entendit, hocha légèrement la tête et ne répondit pas. Vera attendit encore. Il s'était déjà tourné pour saluer quelqu'un d'autre. Le dîner fut servi. Les conversations allaient bon train. Diane observait, écoutait et participait lorsqu'on s'adressait à elle. À 2 reprises, des Européens attablés à côté d'elle ont engagé la conversation en français. Elle a répondu naturellement, utilisant le vocabulaire technique de quelqu'un qui connaît bien le secteur. L'un d'eux a pris des notes sur son téléphone après la conversation. Vera, 3 tables plus loin, a tout vu. Lorsque le dîner s'acheva et que la parole fut donnée au discours, elle prit la parole la première. Le discours était classique, remerciements, vision d'avenir, référence au positionnement international de l'entreprise. Elle s'exprimait avec aisance et élégance, dans ce français qu'elle arborait comme un trophée en ces occasions. Le public applaudit. C'étaient des applaudissements polis, comme ceux de quelqu'un qui est rassasié et comblé. Puis Eduardo se leva. Avant de conclure, il dit de cette voix calme qui emplissait la pièce sans avoir besoin de hausser le ton, « J'aimerais vous dire quelque chose. » Vera, toujours près du micro, esquissa un sourire. Ces derniers mois, nous avons identifié des failles importantes dans notre stratégie d'expansion européenne. Des failles qui nous ont coûté de réelles opportunités et qu'il nous faut corriger de toute urgence. Il marqua une pause. Vous avez reçu un résumé à table. Veuillez suivre attentivement. Nouvelle pause.
Ce qui m'a surpris, ce n'est pas d'avoir identifié les problèmes, mais de découvrir qu'ils avaient déjà été cartographiés avec précision et minutie. Par une personne qui travaillait dans notre magasin depuis moins d'un mois. Un silence s'installa dans la pièce, un silence qui annonce quelque chose. « Diane, pourrais-tu venir ?» Elle se leva. D'un pas assuré, sans précipitation ni hésitation, elle se dirigea vers le centre de la pièce, sans le poids de quelqu'un qui a besoin de prouver quoi que ce soit. Vera ne bougea pas. Mais les jointures de ses doigts, posées sur la table la plus proche, blanchirent un instant. Diane se tenait près d'Eduardo. Il fit un pas de côté. Pas en arrière, mais sur le côté. Comme quelqu'un qui partage l'espace sans le céder. Elle ouvrit le dossier qu'elle avait apporté. « Je serai brève », dit-elle dans un portugais clair et direct. Il y a 3 problèmes majeurs à l'expansion européenne qui, s'ils ne sont pas corrigés dans les 6 prochains mois, se traduiront par une perte de part de marché dans 2 régions stratégiques. Et voilà. Pas de longues introductions, pas de détours, pas de données, pas de comparaison, pas de projection. Chaque point était étayé par des chiffres vérifiables par toute personne ayant une expertise financière présente dans la salle. Elle s'est exprimée en portugais. Puis, sans l'avoir annoncé, elle a répété les points essentiels en français à l'intention des partenaires internationaux. Elle l'a simplement fait. Un des investisseurs européens se pencha en avant sur sa chaise. Vera tenta une fois. Elle leva poliment la main et dit « Sauf votre respect, ces données ont été compilées par une personne n'ayant pas accès au contrat de l'entreprise. La marge d'erreur pourrait donc être importante. » Diane se tourna vers elle avec le même calme qu'elle avait affiché en répondant en français au magasin. La marge estimée figure à la page 3 du document que vous venez de recevoir. Il marqua une brève pause. Mais si vous souhaitez la comparer au contrat officiel, je peux le faire dès maintenant. Silence. Vera ne se laissa pas complètement abattre. Elle tenta une seconde fois. Différent. Plus sociable. Comme quelqu'un qui s'adresse à un public. Le problème n'est pas seulement technique. Il s'agit de représentation. Comment une personne sans lien avec la direction de l'entreprise peut-elle parler en son nom auprès d'investisseurs internationaux? Diane laissa planer la question. Il répondit ensuite lentement. C'est précisément pour cela que les problèmes sont passés inaperçus pendant 2 ans. Ceux qui avaient des liens avec la direction ne se souciaient pas des chiffres. Elle regardait la scène. L'investisseur européen, qui avait pris des notes sur son téléphone pendant le dîner, se pencha légèrement sur le côté et murmura quelque chose à son collègue assis à côté de lui. Ils le sentirent tous deux. Vera baissa lentement la main. Elle fixa la table devant elle. Diane ferma son dossier. Voilà, dit-elle simplement. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas les applaudissements polis de quelqu'un de satisfait après le dîner. C'était différent. C'étaient des applaudissements de ceux qui retentissent lorsqu'une salle entière comprend, simultanément, que quelque chose vient de changer. Après l'événement, la salle se vida peu à peu. Diane, un verre d'eau à la main, se tenait près de la fenêtre tandis que quelques invités prenaient congé. 2 des partenaires européens l'ont abordé, non par simple formalité, mais avec la curiosité sincère de ceux qui souhaitent savoir à qui ils s'adressent. Ils ont discuté pendant près d'une demi-heure. L'un d'eux a mentionné une conférence à Lisbonne en mars. Elle a dit que sa présence serait intéressante. Elle a noté ses coordonnées. Vera est partie avant la fin, sans dire au revoir à Diane, sans faire d'esclandre. Elle partit avec sa démarche élégante habituelle, le visage impassible, son sourire toujours aussi parfait. Seuls ceux qui connaissaient bien ce sourire pouvaient percevoir, ce soir-là, la tristesse qui s'y lisait. Les jours suivants, les choses changèrent discrètement, comme c'est souvent le cas pour les choses importantes. La semaine suivante, Eduardo proposa officiellement un poste à Diane. Ce n'était pas celui qu'elle avait demandé, puisqu'elle n'en avait sollicité aucun. C'était simplement celui qui lui semblait le plus approprié. Directeur de l'expansion européenne, bénéficiant d'une réelle autonomie pour identifier, négocier et corriger les problèmes. Salaire compétitif. Délai de 90 jours pour présenter un plan structuré. Elle a lu attentivement le contrat. Elle a posé 2 questions concernant l'autonomie opérationnelle. Elle a obtenu les réponses. Elle a signé. Claudia l'a appris par son courriel professionnel, comme tous les autres employés du magasin. Elle est restée longtemps les yeux rivés sur l'écran. Il ferma ensuite son ordinateur et alla s'occuper d'un client. Rodrigo, qui avait fait semblant de ne pas l'entendre ces dernières semaines, envoya un petit message à Diane. Elle le méritait. Bonne chance. Elle répondit par un simple merci et rangea son téléphone. Vera, quant à elle, continua à vivre comme avant. Le nom de famille, le style de vie, les événements, les salutations et le sourire mesuré.
Mais quelque chose avait changé de façon permanente. Les investisseurs, qui auparavant la sollicitaient pour discuter des affaires de son mari, commencèrent à s'adresser directement à Eduardo. Les partenaires européens ont répondu cordialement à ses courriels, tandis que ceux de Diane ont réagi avec urgence. Il n'y a eu ni confrontation publique, ni déclaration, ni sanction nommée. Un événement plus durable s'est produit. On n'avait plus besoin d'elle. Et pour quelqu'un dont l'identité entière reposait sur le fait d'être indispensable, c'était une perte qu'aucun bijou, aucun événement, aucun sourire ne pouvait dissimuler éternellement. Diane a commencé son nouveau travail un lundi, avec le même sac à dos usé sur l'épaule. La chambre était différente, plus grande, avec vue sur la rue, une vraie table et une chaise qui ne basculaient pas. Mais elle arriva à la même heure que d'habitude. Elle fit du café et ouvrit son petit carnet noir. Une nouvelle, car la précédente était pleine. Et elle se mit à écrire. Ce n'était pas une victoire qu'elle ressentait. C'était quelque chose de plus paisible. C'était le genre de sentiment qui vous envahit quand quelque chose de long et difficile arrive enfin à destination. Pas du soulagement. Pas d'euphorie. Juste la certitude d'être au bon endroit et de faire ce qu'il faut. Lors de la première réunion avec l'équipe européenne, un des analystes lui a demandé d'où elle venait. Non pas par mauvaise intention, mais par pure curiosité, car son profil ne correspondait à aucun des critères qu'ils attendaient. Diane réfléchit un instant avant de répondre. « Je viens d'un endroit où j'ai appris que la compétence n'a pas besoin d'autorisation pour exister, elle a seulement besoin de patience. » Personne n'a ri, personne n'a trouvé cela étrange. Deux des analystes ont noté la phrase. La réunion a repris. Quelques semaines plus tard, lors d'un appel avec un associé parisien, celui-là même qui avait été évoqué comme une menace potentielle pour l'entreprise quelques mois auparavant, Diane a négocié un accord qu'aucun des consultants engagés n'était parvenu à conclure en 2 ans. Non pas par des subterfuges, non pas en forçant les choses. Mais comme il connaissait le marché, parlait le même langage et comprenait ce que l'autre partie avait besoin d'entendre, Eduardo reçut le compte-rendu des négociations un jeudi après-midi. Il le lut. Il griffonna une petite note en marge, au crayon, comme à son habitude. La note disait simplement, comme prévu, Diane n'a jamais rien su de tout ça. Ce n'était pas nécessaire. Ce qu'elle savait, et ce que le temps avait silencieusement et irrévocablement confirmé, c'est que la classe sociale ne se définit pas par la langue que l'on parle. Elle ne se définit pas par le nom de famille que l'on porte, les vêtements que l'on porte, ni le lieu où l'on est reçu avec déférence. Ce qui compte en classe, c'est ce que l'on fait quand personne ne nous regarde. Et ce que l'on reste quand tout le monde nous observe. Diane a conclu la réunion. Il retourna à la table. Il ouvrit le petit carnet noir. Il écrivit. Paris. Réunion. 8 heures. Elle referma le carnet. Le petit clic du fermoir métallique résonna dans la pièce silencieuse. Puis elle sortit, son sac à dos usé sur l'épaule, avec la même démarche qu'à l'ordinaire. Comme si le monde entier ignorait encore qui elle était. Et comme si, au fond, cela n'avait jamais vraiment compté. Au final, ce n'était pas une question de français. C'était une erreur de jugement. Elle se croyait au-dessus des lois. Elle a été imprudente. Ceux qui parlent fort ne sont pas toujours les plus savants. Et ceux qui travaillent discrètement voient souvent plus loin que les apparences. Maintenant, je veux savoir. Avez-vous déjà été sous-estimé, et ensuite pris votre revanche? Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et dites-nous en commentaire ce que vous feriez à sa place.